Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV Occitanie. Et oui, nous sommes le 30 septembre 2022 et la chaîne est officiellement en vie. Alors, je m'appelle Emmanuel Ducluseau, j'ai l'immense honneur d'animer cette première émission, mais je ne suis que, on va dire, la face visible de l'iceberg. Parce que ce projet fou, appelons-le comme ça, ce projet fou, il est né dans la tête d'un homme, Monsieur Patrick Canal. Alors Patrick, vous ne le verrez pas ce soir, parce qu'il est derrière ces caméras, il y a énormément de techniques à gérer. Mais pourtant, je voudrais quand même parler de lui. D'où lui vient cette idée de Tremplin TV? Eh bien Patrick, pendant 30 ans, avant d'être vidéaste, réalisateur, a vécu dans l'entreprise. D'abord comme collaborateur, et puis comme dirigeant, ce qui fait qu'il a aujourd'hui cette vision globale d'une entreprise. Et il connaît très bien les problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés. D'où cette idée géniale, mais complètement folle, de créer une chaîne pour l'entreprise. Alors, quelle est la vision de cette chaîne? Eh bien, la vision de cette chaîne, c'est d'aider les entreprises d'aujourd'hui à devenir les entreprises responsables de demain. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Eh bien, c'est le débat qui va nous animer ce soir, où on va y aller chacun de notre point de vue pour essayer de cerner un peu mieux ce qu'on entend par entreprise responsable. Cette chaîne, elle a une mission, c'est de nous aider tous à réfléchir, à parfois trouver des actions pour pérenniser notre entreprise et prendre ce virage de l'entreprise responsable, du développement durable, quelle que soit notre activité. Alors pour ce faire, Patrick a décidé de s'entourer d'experts, dont vous avez une partie avec moi ce soir. Ces experts, ils mettront à partir de demain matin leurs réflexions, leurs outils à votre service. Parce que oui, à partir de demain matin, vous aurez un programme auquel vous pourrez regarder toutes les interviews qui vous intéressent sur des thématiques afin de trouver les outils, les réflexions qui peuvent vous aider. Mais honnêtement, une chaîne dédiée à l'entreprise sans prendre en compte l'aspect personnel, est-ce que c'est vraiment idéal? Bien sûr que non, parce qu'on ne laisse jamais notre personnel à la maison quand on vient bosser. Alors cette chaîne, elle sera là aussi pour vous apporter du contenu sur peut-être comment mieux dormir, comment mieux vivre au quotidien dans ce contexte qui nous entoure. Voilà. L'objectif de cette chaîne est très clair. Passons tout de suite à ce qui nous importe et laissez-moi vous présenter tous nos invités qui nous ont rejoints ce soir. Alors je sais, tout de suite vous vous dites « Ah, bonjour la parité, il n'y a qu'une femme ». Je pourrais vous dire « Oui, mais quelle femme ?» Mais non, vous avez raison. Nous n'avons qu'une femme ce soir, tout simplement pourquoi? Pour des questions d'emploi du temps et de disponibilité de la part de nos autres expertes. Alors, laissons-lui la parole. Coralie, bonjour. Bonsoir Emmanuel. Coralie, je te laisse te présenter. Merci, bonsoir à tous. Donc Coralie Vincent, je suis directrice de Réseau Entreprendre Tarn-Aveyron. Donc c'est une association de chefs d'entreprise qui accompagne des créateurs, des repreneurs, des entreprises en développement ainsi qu'en difficulté, en ayant pour but de créer ou de pérenniser de l'emploi sur le territoire. Génial. Mais oui. Merci beaucoup. À tes côtés, nous avons Benoît. Bonjour Benoît. Bonsoir Emmanuel. Moi c'est Benoît Ness, donc moi je suis recruteur indépendant au sein du réseau du Mercato de l'Emploi et mon objectif c'est d'accompagner chaque entreprise dans le recrutement, donc dans le remplacement, dans l'intégration, dans le nouveau collaborateur et de faire en sorte que l'entreprise et le candidat soient en synergie et que ça aille le plus loin possible. Voilà. Magnifique. En face de vous, on dirait vraiment, Olivier, tu avais raison, on dirait vraiment le Burger Quiz. L'équipe maillot, l'équipe ketchup. En face de nous, nous avons Bernard. Bonjour Bernard. Bonsoir, je suis le gérant du cabinet Energy Manager. Ma préoccupation au quotidien, c'est d'accompagner les managers
Alors, posture managériale. Alors, c'est de l'efficacité pour accompagner les jeunes générations, pour manager avec les valeurs, et pourquoi pas, on va rêver de devenir facilitateur de son équipe. Merci beaucoup. À tes côtés, nous avons David. Bonsoir à tous, donc David Sabatier. Je gère 2 cabinets de diagnostic immobilier. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est vente, location immobilière et tout ce qui est amiante, notamment tout ce qui est tertiaire. Voilà. Merci de nous accueillir, de m'accueillir. Un cabinet de combien de salariés aujourd'hui? 9 collaborateurs. 9 collaborateurs. À tes côtés, nous avons Loïc. Bonjour Bonsoir Loïc. Emmanuel, bonsoir à tous. Donc Loïc Vergne, je suis conseiller en gestion de patrimoine et mon rôle de tous les jours, c'est d'optimiser les revenus des chefs d'entreprise et de faire en sorte qu'ils tirent le meilleur du travail qu'ils vont fournir dans leur entreprise. Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir échanger sur ce sujet passionnant. Eh bien, on y reviendra. Merci beaucoup. Nassim, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. J'imagine que je dois me présenter là maintenant. Allez. Voilà. Donc je suis Nassim Amis, mon domaine d'expertise c'est la communication digitale sur un réseau social bien particulier, LinkedIn. Ma mission et la mission de mon équipe, nous sommes 6 personnes au niveau de mon entreprise Eagle Eye Digital, c'est d'aider d'autres entreprises à avoir plus d'impact, de visibilité et de contact auprès d'autres professionnels, tout simplement. Eh bien, c'était parfaitement clair. Merci Nassim. Je te remercie. Allez, l'équipe Ketchup, on revient à l'équipe Maillot avec Romain. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et moi je suis Romain Parenti, je suis le directeur de CLB Conseil. CLB Conseil c'est un bureau d'études. On est expert dans l'optimisation des flux documentaires. Donc là je vois, tu me fais des gros yeux. Ouais. Romain, c'est quoi les flux documentaires? Donc en quelques mots, en fait on va accompagner les entreprises privées mais également les établissements publics pour les aider à optimiser à la fois leur parc de systèmes d'impression, tu sais les photocopieurs, les imprimantes. On va également les accompagner dans la transformation digitale, donc la dématérialisation de leur process documentaire. Et enfin, quand on dématérialise, il peut y avoir des interconnexions entre les sites, donc ils vont aussi avoir besoin d'accompagnement sur la partie télécom. Super. Tu vois, c'est beaucoup plus clair. Merci. Merci beaucoup Romain. Et enfin, nous avons notre dernier invité, celui qui nous fait l'immense honneur de nous accueillir ce soir au sein de ses locaux, Olivier Dieu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Emmanuel, déjà j'ai le statut de dernier invité, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. En effet, donc je suis Olivier Dieu, j'ai créé la firme dans l'endroit dans lequel nous sommes. Et donc c'est très simple, c'est un réseau d'affaires qui est conçu pour les entrepreneurs, pour créer du lien. Parce que les entrepreneurs se sentent parfois un petit peu seuls. Donc du coup l'idée c'est de pouvoir s'entraider, de pouvoir développer nos affaires ensemble de manière efficace mais un petit peu fun quand même. C'est l'idée. Et un petit peu fun quand même, je te rejoins un petit peu. Et puis nous avons l'immense plaisir d'avoir des invités ce soir. Parce que oui, si vous nous regardez derrière soit votre téléphone ou votre ordinateur, nous avons des personnes ici qui sont avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Hop, je vous donne le petit micro. Bonsoir. Je vous en prie, levez-vous qu'on puisse vous voir. Bonsoir à tous. Donc je me présente aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. D'accord, donc Payroll et Cher, je suis également conseiller en gestion de patrimoine et j'ai pu être invité par Loïc pour découvrir ce moment de partage et de vision sur notre avenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, moi c'est Yoni Massouf, je travaille pour ADN Patrimoine, un promoteur toulousain et du coup voilà, aussi l'idée c'était d'être invité par Bernard ce soir, que je remercie pour découvrir cette magnifique chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Eh oui, elle se fait tout petite, elle n'ose pas. Allez, on vous écoute. Donc moi c'est Stella, je suis invitée par David. Merci David de ton invitation. Je suis office manager dans une étude notariale du centre-ville. Voilà, et je découvre avec grand plaisir cette nouvelle chaîne Tremplin. Et je vous remercie pour l'accueil. Soyez la bienvenue. Je vous laisserai intervenir chaque fois que vous le souhaitez. Votre avis compte autant que celui de nos experts. Ah bon? Mais attends, nous on est les experts. C'était pas ça l'idée? Olivier commence. Rien contre vous. Olivier commence. Passons tout de suite à cette première question. Équipe maillot, équipe ketchup. On a une question, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'entreprise responsable? Parce que c'est un grand mot, on l'entend
beaucoup, mais finalement, concrètement, c'est quoi? Quel est votre avis, vous, sur le sujet? Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Alors l'entreprise responsable aujourd'hui, c'est une entreprise qui va partager, qui va permettre le partage de la richesse qui est créée, qui va permettre à ses collaborateurs d'être impliqués de plus en plus dans la société et leur permettre tout simplement de prospérer et de conserver des équipes dynamiques et efficaces. Voilà, ça c'est, je crois, le point qui me paraît le plus important. Et pour partager, il y a de très beaux outils qui existent, que toutes les entreprises peuvent mettre en place. Les grosses les connaissent, les mettent en place automatiquement, mais les plus petites ont tout intérêt à suivre les traces des plus grandes et à faire en sorte que ça se passe au mieux. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je pense qu'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui déjà va réussir à se remettre en question. Ah. Pour pouvoir avancer en fonction, et surtout s'adapter au monde qui bouge, qui évolue, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, tout le monde évolue et si on arrive à s'adapter, déjà voilà, on gagne en responsabilité. Donc partager, se remettre en question. Romain? Moi je pense qu'une entreprise responsable, c'est avant tout une entreprise qui fait la place aux jeunes. C'est une entreprise qui doit également savoir écouter évidemment ses clients et avant tout ses collaborateurs. Chez CLB Conseil, on est très dans le management participatif, il y a assez peu de hiérarchie entre nous. Voilà, et puis une entreprise responsable aujourd'hui, on est obligé de dire que c'est une entreprise qui doit être éco-responsable à la fois dans ses achats, à la fois dans ses pratiques. Voilà, on n'a pas le choix aujourd'hui. Donc on parle beaucoup là de sociétal, d'environnemental. Bernard, tu voulais intervenir? Pour rebondir sur ce que dit Romain, c'est très intéressant. Moi, je parlerai d'écologie humaine, parce que la responsabilité de l'environnement, on parle toujours de l'extérieur, mais prendre soin de ses salariés, mettre en place une méthode de qualité de vie au travail, c'est aussi valoriser son capital humain. Et en ça, pour moi, l'entreprise est responsable de la qualité de ses compétences. D'accord. Voilà ce que je dirais sur Pour rebondir aussi sur ce que disait Romain, c'est vrai que la jeunesse qui arrive, il faut faire attention, mais il ne faut pas négliger aussi les seniors, on en parle peu, mais il y a énormément de compétences qui vont partir, et justement la transition avec la nouvelle génération et l'ancienne est très très importante à mon sens, pour que les compétences restent dans les entreprises, il va falloir aussi accompagner la sortie des seniors tout en acceptant l'arrivée des jeunes, pour que le mix se fasse correctement, et là c'est à l'entreprise de fédérer, d'arriver à insuffler dans sa marque employeur une réelle prise de conscience et un vrai travail de fond là-dessus. Alors moi, dans ce que j'ai entendu que justement sur cette partie senior, peut-être qu'aujourd'hui, leur rôle était parfois un rôle de transmission. Est-ce que pour vous, ça fait partie de l'entreprise responsable, de leur donner peut-être autre chose, d'autres missions que celles qu'ils occupent actuellement pour devenir des transmetteurs de savoir? Bon, effectivement, on parle de plus en plus sur du transfert de compétences, d'expérience, de savoir par rapport à la culture d'entreprise. À mon sens, c'est effectivement la clé de demain que nos seniors transmettent aux nouvelles générations, clairement. Ok. Nassim? Oui, pour moi, c'est indissociable. J'ai beaucoup aimé vos interventions parce que le côté humain, management des ressources humaines ressortait dans toutes vos interventions. Et c'est vrai qu'il n'est peut-être pas aisé pour toutes les entreprises d'avoir un impact environnemental, bien que les questions se posent aujourd'hui peut-être plus qu'hier. Par contre, un impact direct sur ses collaborateurs, forcément, chaque manager, chaque responsable a ce pouvoir-là. Et du coup, quand on aborde la question dans son ensemble, on a à cœur d'aider les nouveaux éléments à se développer, à gagner en compétences. Et pour y arriver, forcément, on a besoin des compétences des personnes qui en ont plus dans l'organisation. Et on a besoin aussi de pouvoir valoriser tout le travail qui a été effectué par les personnes qui sont depuis plus longtemps dans l'organisation pour qu'elles puissent également contribuer à son développement et au développement des jeunes ressources. Ok. Alors, moi, je vous entends dans tout ce que vous dites. Il y a quand même une notion, c'est que là, on a beaucoup parlé des collaborateurs, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire de l'auto-entrepreneur? Lui aussi est une entreprise.
il entreprend, donc comment est-ce qu'il peut être responsable? Olivier, toi qui en côtoies quand même beaucoup au niveau du réseau. Ouais, j'en vois beaucoup. Alors, tout ce que vous avez dit avant, c'est super, c'est très joli, c'est très sympa, mais dans la réalité, moi, c'est pas ce que je vois. Je pense qu'il y a d'autres priorités, ça pose un vrai problème. Alors j'ai l'exemple des grandes sociétés dont tu as parlé, j'ai un exemple dont on m'a parlé il n'y a pas très longtemps, chez très connu, dont je ne donnerai pas le nom, mais que tout le monde connaît, tout le monde a deviné. Il y a 2 personnes qui vont partir à la retraite là, dans 1 an ou 2, et une personne du service m'a dit quand ces 2 personnes-là vont partir, on va perdre toutes leurs compétences parce qu'il n'y a absolument rien qui a été mis en place pour transmettre ce qu'ils savent. On parlait des seniors, tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre un phénomène qui ressemble beaucoup au greenwashing qu'on a connu il y a quelques années. Alors je ne dis pas que je suis contre ces idées, hein, je ne dis pas ça. Et j'ai l'impression que les petites entreprises, donc est un monde que je connais bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on aimerait être responsable de manière écologique, sociale, tout ça. Je ne sais pas si c'est la première des priorités aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne l'est pas pour le chef d'entreprise, mais est-ce qu'aujourd'hui la pérennité de l'entreprise, pour lui, est-ce que c'est ça ? Franchement, j'en suis pas certain. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à traiter avant. Et si ça, c'est traité et qu'on peut... Tout à l'heure, tu as utilisé un mot, c'est pérenniser. Pour moi, c'est le mot-clé. Pérenniser. Je vais d'abord vouloir pérenniser mon activité parce que quand je suis un entrepreneur individuel, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce que j'aime faire et tout ça. Il y a ces sujets-là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu secondaires. C'est la vision d'un entrepreneur individuel solo. Un exemple, moi je ne veux pas prendre de salariés. Je ne saurais pas manager, je ne saurais pas forcément utiliser ces outils-là, je n'ai pas forcément les compétences pour le faire. Est-ce que j'ai la patience pour le faire? J'en suis pas sûr, et à mon avis je ne suis pas le seul. Enfin voilà, je ne dis pas que ce sont de mauvaises idées, hein, au contraire, mais est-ce que là, à court terme, moyen terme, est-ce qu'on est vraiment dans cette logique-là? J'en suis pas certain pour la population que je connais, quoi. Oui. Est-ce que c'est pas là le moment justement de faire appel à des experts? Parce qu'il y a des experts aujourd'hui pour accompagner ces chefs d'entreprise sur une vision responsable de leur management, sur une vision responsable de leur achat. Alors moi, je vais vous parler de mon métier, puisqu'on est aussi là pour ça. Aujourd'hui, on arrive à faire rimer économie et écologie, par exemple. Il y a quelques années, l'écologie, c'était vu comme une contrainte. C'est-à-dire que si l'entreprise voulait être écologique, oh là là, c'était pour être beau sur la photo, et ça demandait beaucoup d'efforts et beaucoup de résistance au changement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, réellement, une entreprise qui va avoir des comportements éco-responsables, ça va se traduire par des économies. Alors, je vais vous donner un exemple qui est propre à mon métier, hein, mais aujourd'hui, si vous imprimez en recto verso, vous allez consommer moins de papier, vous allez faire un geste pour la planète, parce que le papier, c'est issu des arbres, ça consomme beaucoup donc, de matières premières, ça consomme également de l'eau, énormément d'eau, énormément d'électricité, ça consomme des produits chimiques. Si à un moment, on ne responsabilise pas les personnes dans l'entreprise sur imprimer mieux, eh bien, en fait, on consomme les ressources de la planète. Et ça, aujourd'hui, on arrive à accompagner les gens. Mais ce qu'il faut, c'est leur donner du sens, c'est leur expliquer les conséquences de leur acte, c'est également imager les choses. Nous, lorsqu'on fait une présentation, on leur dit, voilà, votre consommation de papier cette année, c'est 43 arbres. Franchement, ils tombent sur les fesses, pour ne pas dire autre chose. On leur dit, c'est 43 arbres, c'est 50 piscines, parce qu'il a fallu beaucoup d'eau, et c'est peut-être 5 ans de consommation d'un foyer en termes d'électricité. Ça leur parle. Ça leur parle, et on peut influer les comportements. Alors, bon, c'est à un petit niveau, mais je pense qu'à chaque niveau, on peut influer sur les comportements. Oui, alors je crois qu'on touche là, quelque part, le cœur du problème, parce que moi, j'entends dans vos deux discours. Oui, à travers l'entreprise responsable aujourd'hui, il y a une espèce... Enfin, moi, je le vis comme ça, et évidemment, c'est mon point de vue, ma perception. Je le vis comme une espèce de chape de plomb qu'on vient coller sur les épaules en disant, un peu culpabilisante même, en disant « faut être responsable, faut être responsable ». Qu'on soit chef d'entreprise indépendant ou avec des salariés, la première des choses, c'est qu'on veut pérenniser l'entreprise. On veut que notre entreprise, demain, elle soit encore là. Maintenant, est-ce qu'il y a du greenwashing ? Il y a du joli sur le papier et puis dans la réalité, on s'aperçoit qu'on se confronte à des
à des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais d'un autre côté, et là je me retourne un petit peu vers tous les deux, d'un autre côté, aujourd'hui, une entreprise qui n'affiche pas clairement une vision de développement durable avec des valeurs claires et une vision claire sur demain comment est-ce qu'on va produire mieux, elle n'attire plus. Je crois que Romain parlait de sens et ce qui me vient à l'esprit, c'est bon, l'entreprise doit faire de l'argent pour faire de l'argent. Est-ce que c'est ça la valeur absolue de l'entreprise? Et je pense que la question des générations seniors et juniors se pose clairement à ce niveau-là, c'est on a envie d'autre chose, on a une planète en difficulté, on a des prises de conscience et on a des jeunes générations qui poussent en disant « Ah bon, vous ne faites pas de développement durable, je ne viens pas chez vous. Ah bon, vous n'avez pas de valeur, et puis j'irai ailleurs. Ah bon, vous n'avez pas de télétravail. » Donc ce que m'interpelle Olivier, c'est on n'a pas fini d'inventer une autre façon de travailler dans l'entreprise. Est-ce que c'est de l'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est en réseau? Est-ce que c'est... Voilà, on n'a pas encore tout inventé à ce niveau-là. Et la responsabilité, c'est justement de développer tous ces éléments-là et appuyer sur des valeurs. Ça, je crois que c'est le mot-clé. Alors, Benoît, tu voulais intervenir et puis on a David derrière. Alors, comme Aurélien en parlait, c'est le mouvement. C'est qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est en plein mouvement. C'est un flux en mouvement complet. Et pour rebondir sur la quête de sens, c'est qu'avec en plus tout ce qui s'est passé avant, les 2 dernières années qu'on vient de vivre, les jeunes, ils ont envie de se projeter. Et la marque employeur, elle est là pour ça. Sauf que toutes les marques employeurs qui vont travailler la forme et qui ne seront pas les entreprises de demain, parce que soit elles vont négliger la pérennité de l'entreprise, soit elles vont négliger le côté écologique du principe, c'est que du coup, on va se retrouver dans un truc où les jeunes, ils vont plus vouloir y aller. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils vont vouloir partir. Le sens, c'est aussi que l'entreprise, elle puisse le donner à l'intérieur. C'est pas parce qu'on a une quête de sens qu'on est obligé de changer de métier, de partir ailleurs. C'est au sein de l'entreprise qu'il y a des processus à changer, que les seniors peuvent, comme tu disais tout à l'heure, bouger, évoluer dans leur poste. C'est pas parce qu'il faut que la compétence elle se partage que le senior il va devoir rester à sa place et qu'on va mettre le jeune de temps en temps. C'est qu'il faut que ça évolue vers autre chose pour que les processus ils aillent tous dans le même sens, quoi. David et puis derrière Loïc. Alors moi, je vous ai écouté attentivement et j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Tout d'abord, il y a un point quand même clé par rapport à l'entreprise responsable, c'est qu'il faut que ce soit le dirigeant qui soit fédérateur, à mon sens. Si on part sur du RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises pour être un peu technique, si le dirigeant déjà n'y croit pas, s'il le fait juste pour répondre à des appels d'offres, sur ces appels d'offres, il y a un onglet RSE relativement important, ça ne va pas marcher, à mon sens. En second lieu, une entreprise responsable, c'est une entreprise effectivement qui doit tenir compte des enjeux sociaux, on en a pas mal parlé au préalable, mais également écologiques. Alors moi à mon petit niveau, j'ai fait le parti de travailler à fond, ça rejoint le domaine d'activité de Romain sur tout ce qui est numérique. Ne pas imprimer à outrance, ne pas retransférer des pièces jointes inutilement qui vont saturer les flux, donc différentes choses qu'on a mis en application pour éviter justement, en plus nous une société de diagnostic immobilier, donc de bilan énergétique, de limiter tout ce qui est gaz à effet de serre. Et tout ça, je pense, peut et capte les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, mais également les expérimenter clairement. Et je pense que ça, c'est un argument de recrutement également, à mon sens. Et du coup, ça pérennise la viabilité, tout confondu, de l'entreprise. On reviendra par rapport à ça tout à l'heure. J'aimerais bien, derrière, que tu nous précises comment le vivent tes collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler ou est-ce que c'est venu très très vite? Loïc. Alors moi, je suis désolé, Emmanuel, je suis désolé, je ne vais pas parler forcément des auto-entrepreneurs, mais je voudrais rebondir sur la question d'une entreprise. Elle est là pour faire de l'argent, pour faire plus d'argent. Principe de l'actionnariat classique, on veut des dividendes, on veut que ça sorte. Bon, mon métier, c'est la finance, on est les 2 pieds dedans, et on s'aperçoit que la pression, elle vient effectivement des consommateurs, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui,
Mais les consommateurs, ce n'est pas les seuls à faire pression. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ont vraiment, à cœur j'allais dire, mais je ne suis pas tout à fait sûr, qui ont vraiment intérêt à faire en sorte de rentrer dans des processus où ils sont socialement responsables, où ils sont écologiquement responsables. Pourquoi ? Parce que c'est une demande forte des investisseurs aujourd'hui d'investir dans des sociétés responsables de demain. De plus en plus, à chaque fois, on dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Ah non, mais moi, je ne veux pas investir dans une société, je ne veux pas de marché, je veux des sociétés responsables, des belles sociétés. » On va s'éviter les noms, voilà. Même si on les connaît. Juste, tu vas nous faire croire que des investisseurs vont prioriser le côté écologique et social par rapport à la rentabilité. Aujourd'hui, on y est ? Alors, tu n'as pas. Alors, on y est là ? Okay. J'ai deux. Bien que vous y croyez. J'ai deux petites choses. Je suis pas convaincu. Deux éléments. Le premier, est-ce qu'ils vont le faire à la place ? Pas forcément. Et je suis d'accord là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs types d'investissements. Et sur les investissements purement boursiers, je dirais que de plus en plus la demande vient. C'est pas forcément 100% de l'investissement qui va être fait. Sont dans cette logique-là ? Pardon, pas de nom. Désolé. Des grands fonds d'investissement. Les grands fonds d'investissement ont parfois des fonds, effectivement, sur lesquels ils vont chercher cette thématique-là. Parce que pourquoi un fonds comme justement irait chercher cette thématique-là ? Ils n'en ont rien à faire. En fait, on est d'accord. Mais il y a une demande, une vraie demande, et c'est vraiment sur ça que je voudrais insister, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont intérêt à faire en sorte de répondre vraiment aux attentes des investisseurs là aussi. Et ces attentes sont de plus en plus écologiques, de plus en plus socialement responsables, et on va vraiment vers ça. Ça n'enlève pas le fait que les gens aient cherché de la rentabilité à côté. Mais voilà, c'est une vraie demande et qui est en explosion en ce moment. Vraiment. Très bien. Il y a Coralie qui voulait intervenir, et puis après on va avancer un peu. Vas-y Coralie. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord, une entreprise, elle est créée pour être rentable en tout cas, hein, faire de l'argent, se développer. Par contre, l'entreprise responsable, en tout cas, selon moi, la définition de l'entreprise responsable a beaucoup évolué ces dernières années. Effectivement, au début, je pense qu'il y avait beaucoup de greenwashing parce qu'on était obligé d'y aller par les consommateurs, par différentes choses. Aujourd'hui, c'est un fait. Toute entreprise doit être responsable à son échelle, à sa manière, mais doit l'être. Mais par contre, là où je pense que beaucoup de dirigeants et d'entreprises ont évolué, c'est qu'à aujourd'hui, on peut être responsable tout en gagnant en rentabilité. Et je pense qu'il y en a qui sont venus parce qu'au départ, ils y ont été contraints, mais se rendent compte heureusement, en fait, aujourd'hui, que grâce à ce mouvement, grâce à cette évolution de pensée et d'action, on peut aussi gagner en marge et autres. À la flexibilité dont tu parlais au tout début. Complètement. Ouais. Nassim. Je rejoins un peu ce que tu disais, Emmanuel. Quand on parle de ces sujets, on ressent énormément de pression sociale, environnementale. On parlait du lobby des armes il n'y a pas si longtemps que ça. Et au début, on était parti j'imagine des auto-entrepreneurs, des indépendants qui travaillent peut-être de chez eux, qui ont un bilan carbone quasi nul, sauf s'ils se déplacent pour venir dans ton réseau ici. Et du coup, quand on parle de responsabilité, peut-être que le terme ne signifie pas exactement la même chose pour eux. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie, responsabilité, pour ces personnes-là et pour d'autres entreprises qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes vocations, les mêmes combats, qui ont d'autres valeurs. Et peut-être que voilà, l'écologie, pour certains entrepreneurs, j'espère que ce n'est pas un gros mot, c'est peut-être pas la valeur numéro 1 dans la gestion de leur entreprise. Moi, je relie beaucoup plus le mot de responsabilité à celui d'impact que l'on a sur ses collaborateurs, si on a une organisation, sur l'environnement, si on a une organisation qui peut avoir cet impact-là. Quand on est entrepreneur individuel, on peut impacter son relationnel, ses clients. On peut avoir de l'impact par la qualité des services que l'on propose. Il y a toute cette partie-là qui permet de donner du sens à tellement de personnes, et vous l'avez évoqué, aujourd'hui, depuis 2 ans, le côté quête de sens est devenu quelque chose de très important pour beaucoup de personnes. Vas-y, oui. Je t'en prie, finis. Et du coup, voilà, donc pour décaler un petit peu pour ne pas restreindre la discussion à la partie écologie, on peut avoir un impact différemment et à chacun de définir l'impact qu'il veut donner. En fait, là, pour le coup, je rejoins David, c'est que c'est quand même le chef. Que ça soit une petite boîte
ou une grosse boîte, c'est quand même beaucoup le chef d'entreprise qui porte cet Totalement. objectif-là. Ouais, Et donc c'est plus un désir. Alors il peut y avoir des intérêts économiques à le faire, parce qu'il y a le mot économique, on n'a pas beaucoup. Parce qu'on parle de social, d'environnemental, tout ça, mais le mot économique, on n'en parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. Et ça, c'est quand même la première, c'est le premier critère d'une entreprise, c'est quand même fait pour ça. Mais du coup, je rejoins l'idée de David de dire c'est souvent le chef d'entreprise qui à un moment va insuffler ce truc-là parce que c'est quelque chose auquel lui est attaché. Et il va faire en sorte que ça se passe mieux dans sa société parce qu'il va y amener ces objectifs-là. Et ça peut être très bien, et voilà. Mais il faut aussi avoir peut-être déjà une société un peu installée pour pouvoir se permettre. Alors, le coup de l'impression recto-verso, je suis d'accord, c'est facile à faire. Et ça, c'est des bonnes habitudes qu'on peut prendre. Mais on nous a expliqué pendant 20 ans qu'il fallait utiliser le digital parce que ça sauvait des arbres et les fameux 53 arbres, tout ça. Et puis là, depuis 2 ans, on nous explique que les serveurs, en fait, ça consomme de ouf, que les serveurs ont explosé les compteurs en termes d'énergie. Donc on nous racontait un truc il y a 20 ans, c'est en train de changer depuis peu. Donc parfois les infos, on ne sait pas trop. Alors tout le monde veut bien faire, sûrement. J'imagine que personne n'a envie de cramer du pneu devant sa boîte de manière volontaire. Mais il y a aussi ça. Et là pour le coup, il y a peut-être aussi un autre critère, c'est alors on est dans un environnement. Bon, moi j'ai fait de l'économie avant et on m'a toujours parlé d'environnement. Donc avoir une société, c'est bien. Mais dans quel environnement on vit? Que font nos pouvoirs publics? Nous aide-t-il vraiment à pouvoir mettre en place des choses cohérentes? Et on sent le poids, ce que tu disais tout à l'heure, de la culpabilité. Vous êtes obligé de faire ça, sinon vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas gentil. C'est pas qu'on ne veut pas le faire. Ok, je veux bien aller au bureau en vélo tous les jours. Je le fais quasiment tous les jours. Mais parfois, quand je passe dans les rues de Toulouse, c'est pas simple. Donc, je voudrais qu'on laisse la parole un petit peu à nos invités pour savoir si par rapport à tout ce que vous avez échangé sur un sujet qui est loin d'être terminé, parce qu'on pourra en débattre pendant des heures, oui. Vous, quelle est votre opinion par rapport à ça? Alors merci, du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai eu le temps de me préparer. Donc, merci de me passer le micro. En fait, c'est amusant que vous ayez dit le mot boîte. C'est qu'en fait, on est dans des cadres, etc., toujours un petit peu fermés. Et peut-être que pour élargir un petit peu le cadre, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que la responsabilité, oui, elle est pour les entreprises, mais je pense qu'en fait, elle est plus large que ça. En fait, c'est aussi la responsabilité de chacun. Alors pour l'instant, je parle d'un lieu commun, mais du coup, si c'est la responsabilité de chacun, il faut que chacun se sente lui-même responsable. Et la responsabilité, ça va être d'être conscient et d'être sérieux sur l'impact qu'on va avoir. C'était Nassim qui parlait du mot d'impact. Et je pense que un des éléments qui aura beaucoup d'ampleur, ça va être le système éducatif dans lequel on est, qui, à mon sens, déresponsabilise énormément les gens. Parce qu'on va nous dire d'être comme ça à telle heure, et de dire ça à tel moment, etc. Et en fait, on perd le côté de penser soi-même par soi-même, et on va juste appliquer ce qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des entrepreneurs autour de la table, mais en fait, on est tous, je pense, entrepreneurs de nos vies, et on est tous décisionnaires de l'impact et des décisions qu'on va avoir. Et si chacun prend conscience de ça, derrière, il va pouvoir faire ses choix en conscience. Et donc, du coup, je pense que si on arrivait à imaginer ça et à insuffler ça dans la population globale, je pense qu'on aurait un impact qui ne serait pas le même. On aurait, que ce soit social, que ce soit environnemental, que ce soit économique, on aurait un impact qui serait bien plus grand et bien plus vertueux, je pense. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est superbe. Super, merci. Alors, on est loin d'avoir défini ce qu'était une entreprise responsable, parce que c'est hyper vaste. Mais si on veut avancer un tout petit peu, et chaque entreprise a son propre contexte. Tu parlais tout à l'heure d'environnement. On a chacun un environnement propre. Moi, j'aime l'idée que… Alors, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de candide. Mais finalement, je me dis, finalement, j'aime bien être candide. Je me dis que chacun fait de son mieux, comme il le peut, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont compris que la responsabilité vis-à-vis des autres, etc., c'était un vrai levier de recrutement, de fidélisation, de pérennité. On peut se poser la question du
de venir de l'entreprise. De transmission pour le futur. De transmission. De rentabilité, De vision d'entreprise. De transmission d'entreprise. de transmission, voilà. On sait qu'il y a ça. Maintenant, si on va un peu plus loin, concrètement, quelles sont les pistes que vous avez pu voir qui aujourd'hui fonctionnent? Est-ce que vous avez vu des choses? Parce que moi, j'aime bien parler de ce qui fonctionne avant de dire OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui que vous avez pu voir dans votre quotidien? J'ai un petit exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était juste avant l'été je crois, il y a un entrepreneur belge qui donc recrute pas mal en ce moment et qui offre une prime de 10 000 euros, je crois que c'est 10 000 minimum, si jamais une personne qui est recrutée part dans les 3 mois de sa société. C'est-à-dire en fait il met tellement de choses en place pour que les gens soient bien dans la société, que ça se passe bien, qu'ils puissent avoir un bon job, que voilà, ils se sentent à l'aise. S'ils partent, c'est lui qui donne une prime à la personne qui part parce qu'il part du principe que c'est sa responsabilité si la personne ne s'est pas sentie bien et est partie. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est hyper concret. Il y a un petit côté en plus fun, un petit coup de com' qui mange pas de pain et qui est assez sympa. Donc voilà, donc ça c'est. Mais bon, apparemment, et apparemment, personne n'est parti. Et apparemment, personne n'a pris la prime. Et en plus, ça lui a rien coûté. Donc, et en plus, a priori, les gens sont contents. Je crois qu'il y a aussi une petite arrière-pensée, c'est de se dire que finalement, un mauvais recrutement coûte beaucoup plus cher qu'un bon recrutement. Et du coup, on teste un petit peu la motivation, l'état d'esprit de la personne sur les 3 mois. Si elle part, on peut lui donner voilà, les 10 000 euros en question. Sur le long terme, l'entreprise reste gagnante économiquement. Mais c'est très malin. Alors, on va revenir à David. Tu voulais intervenir et puis j'aimerais bien que tu rebondisses sur la question que je voulais qu'on explore ensemble tout à l'heure. Alors, là, juste, j'entends ce que tu as dit, c'est intéressant. Parce que Elle a moi, piqué. Non, on se connaît. Moi, je pense déjà au bien-être des collaborateurs. Alors, c'est sympa de dire ça, on dit ouais, il dit ça comme tout le monde. Tout le monde voit le baby-foot Ouais, quand on dit voilà. bien-être des collaborateurs. Non, mais des choses très simples. Là, Si seulement ça suffisait. il y a une grosse envolée de quoi si on regarde autour de nous? Les team building, avant on en faisait très peu. Il y avait des séminaires. Donc là, on essaie de faire des cohésions d'équipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le télétravail. Depuis l'arrivée du Covid, moi j'ai des collaborateurs qui se sont révélés plus productifs en télétravail. Moi, c'est une baisse aussi. On va parler d'économie, clairement. Hein. On fait un report d'économie. Parce qu'on parle de social, on parle d'écologie, mais il y a une réalité quand même financière. On est des centres de profit. Et du coup, j'ai une question en tant que dirigeant, toi, parce que c'est quand même pas mal le cas, et je pense que Bernard, tu pourras rebondir dessus. Il y a quand même pas mal de dirigeants qui se disent ouais, le télétravail c'est bien, mais je ne sais pas ce qu'ils font quand ils sont à la maison. Alors, moi, j'ai totale confiance en mon équipe, d'une part. Je vois le travail qui est fait. Donc, moi, un collaborateur qui veut terminer à 16h, pour X raison, il veut récupérer ses enfants, le boulot est fait. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Tu regardes le résultat, en fait. Exactement. Et cette liberté... La satisfaction client. Et la satisfaction client. Et cette liberté, et quelque part ce lâcher-prise du fait de ne plus être dans le contrôle, hein, on est d'accord. Oui. Toi, tu vis comment, personnellement, en tant que chef d'entreprise? On est là pour parler de moi. Je pense que ça peut intéresser des chefs d'entreprise qui aujourd'hui... Non, clairement, je le vis très bien. Dans le sens où les collaborateurs sont plus épanouis, donc j'ai moins de manifestations, on va dire, de mécontentement social. Je ne suis pas content parce que ça, on a fini ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, j'en ai beaucoup moins, clairement. Les collaborateurs sont plus détendus. J'ai très très peu de turnover. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur. L'équipe est soudée. Et du coup, c'est vrai que quand le télétravail a été mis en exergue, de part, on a suivi le Covid, clairement, on a dû s'adapter dans l'urgence, tous, de manière réglementée ou autre. Moi, je ne savais pas trop comment l'aborder. Et au final, j'ai délégué par poste. Après, on a beaucoup de fluidité dans les différents canaux de communication, téléphone, mail, etc. Il y a une question quand même, et puis après, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Il y a une dernière question là-dessus. En termes de, si on regarde les chiffres, le fait de les avoir passés au télétravail, comment les chiffres se portent? Les chiffres se portent beaucoup mieux, effectivement. Beaucoup mieux? Oui, bien sûr. D'accord. Moi, je veux bien rebondir là-dessus, parce qu'on parle quand même de recrutement de nouveaux collaborateurs, de collaborateurs en place. Bien sûr.
petit peu ma tasse de thé, mais c'est intéressant. Mais toutes les entreprises, de toute façon, qui ont sorti le baby-foot pour infantiliser et avoir l'impression de ce côté récréatif, et du coup d'avoir l'impression de déconnecter du travail et d'y revenir un peu après, toutes ces entreprises-là, elles y reviendront. Le vrai moment où on confronte un team-building, où qu'on crée un vrai lien avec les personnes à l'intérieur, c'est ça qui est important. Et les entreprises où on leur dit, si vous partez, vous nous coûtez de l'argent, ça fait réfléchir. On se dit, il est tellement sûr qu'on va rester, qu'il serait prêt à perdre de l'argent, alors que nous, il suffit qu'on démissionne, on aille chercher ailleurs, on prend 10 000 au passage. Et c'est intéressant parce que du coup, mentalement, on se dit, est-ce qu'on vient chercher l'emploi qui est en place ou l'argent? Et du coup, s'il a fait tout en sorte pour que les collaborateurs soient bien, en fait, ils s'en foutent de l'argent. Coralie? Moi, je trouve que ce qui est important, Bernard en parlera, mais pour moi, c'est la base du manager, et qu'on soit chef d'entreprise ou manager, c'est de savoir s'adapter. Le télétravail, on s'adapte à un besoin, à une envie à un moment donné, parce que l'évolution de notre société a fait que le télétravail est de plus en plus présent dans nos vies. Mais c'est pareil pour tout. Il y a des salariés qui ont besoin d'avoir beaucoup plus d'autonomie, d'autres d'être beaucoup plus dirigés. Et c'est pareil pour tout. Enfin, je veux dire, pour moi, dans l'entreprise responsable, effectivement, on s'adapte avec nos salariés, mais on doit aussi rester à l'écoute et s'adapter de nos clients. C'est la base, mais aussi de nos fournisseurs. Et c'est en ce sens, en fait, où c'est le chef d'entreprise donne le cap, mais s'adapte à tout son environnement, on en revient. Et tu soulèves un point que je trouve intéressant, c'est que oui, le télétravail, c'est top, sauf que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui, le fait de se sentir en télétravail, se sentent quelque part isolés, exclus, ils ont besoin de ce lien social. Bernard? Certaines études sur le Covid ont montré que aller au-delà de 2 jours de télétravail par semaine devenait compliqué parce que justement le lien social ne s'entretenait pas. Donc vraiment aller à 3 jours par semaine, les gens ont besoin de se retrouver, de mieux se connaître. Je pense que la réalité de l'entreprise de demain, c'est ça, c'est avoir des managers épanouis qui deviennent des facilitateurs, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de hiérarchie. On a un projet ensemble, on va la mener à bout, on se connaît bien, on va faire du rugby, on fait des choses en dehors pour se connaître différemment. Et puis adapter, je disais, le monde du travail va évoluer, on n'a pas encore fini cette mutation. Le télétravail, c'en est une, et il y en aura d'autres avec des systèmes de réseau ou autres par rapport à ça. Mais il doit y avoir une conscience du manager de dire le mot hiérarchie est en train de s'effriter. Déjà, il y a un phénomène, je ne sais pas si je suis le plus ancien d'entre vous, j'espère pas, mais moi j'ai souvenir qu'avant, c'était au candidat de séduire l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que quand l'entreprise recrutait, elle avait 50 candidats et il fallait vraiment se vendre, quoi. Il fallait être beau sur la photo. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le candidat qui choisit son entreprise et qui dit moi je vais venir travailler avec vous ou pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment un changement de comportement très très important. Et donc, c'est effectivement au chef d'entreprise, pour reprendre ce que tu dis, oui, de savoir percevoir les personnes qui vont dire moi, le télétravail, ça me convient parce que il y a de plus en plus de familles monoparentales et donc ça me convient parce que ça me permet d'avoir mes enfants, d'être beaucoup plus souple. Et puis, je vais être plus efficace en télétravail qu'au bureau parce que c'est les chiffres aujourd'hui. La productivité a augmenté au télétravail. C'est-à-dire que les collaborateurs, ça peut même être un problème. Ils se mettent plus la pression en étant seuls en télétravail qu'en étant au bureau. Et effectivement, c'est au chef d'entreprise à la fois de mesurer ça, c'est au chef d'entreprise il faut être agile aujourd'hui. On parle beaucoup d'agilité, il faut être agile. Il faut être à l'écoute de son collaborateur pour pouvoir s'adapter, j'allais dire, à ses envies dans une moindre mesure, parce qu'il faut quand même rester dans l'objectif de l'entreprise. Mais je pense qu'on est beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui, on s'appuie beaucoup plus sur les compétences des salariés, on arrive à s'adapter, donc à créer des espèces d'entreprises hybrides où il y en a certains qui viennent au bureau parce qu'ils ont besoin de ce contact social. Il y en a d'autres qui sont en télétravail et ça marche plutôt bien si on est à l'écoute et qu'on arrive à mettre ça en place. Ouais, moi j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis justement et sur le pourquoi en fait on a cette productivité. Enfin, à mon sens,
c'est aussi qu'on permet à des salariés qui étaient à fond dans l'entreprise d'être aussi sur leur vie de famille pour la plupart. Et on est sur une mutation, je crois, sociétale totale où les gens, et ça c'est le Covid qui l'a révélé, enfin, ça a été majeur. Les gens ont dit, attends, je ne suis pas juste un salarié, je suis pas juste un chef d'entreprise, je suis aussi dans une famille, j'ai aussi une équipe à la maison que je dois manager, que je dois gérer, et je ne suis pas tout seul. Et ça, il y a 5 ans en arrière, je pense que ça, on n'en aurait pas parlé. Et le télétravail, c'est juste la concrétisation de ce besoin qui a été renouvelé, enfin, vraiment, sur les quelques dernières années. Allez, on écoute Bernard. J'aimerais bien avoir l'avis de... Par rapport à ce que disait Romain en complément, très intéressant. Pour moi, c'est le management de même par la confiance. Parce que si on doit surveiller, si on a peur de vouloir tout maîtriser, et là tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, le manager de demain, il doit être comme ça, forcément, pour pouvoir s'épanouir et arrêter de mettre de la pression sur les collaborateurs, pensant que c'est la solution. Alors qu'on a une mission, on a un projet, tu le mènes au bout, tu t'organises comme tu veux, mais on va le piloter ensemble, plutôt que de dire alors t'en es où, t'es en retard, t'es en avance. Voilà. Ces indicateurs dont certains lèvent les bras au ciel, voilà. C'est ça la responsabilité. On en revient à la responsabilité. Voilà. Oui. Finalement, on en est dans le sujet. Nassim, toi qui vois beaucoup sur LinkedIn, est-ce que tu as des cas concrets que tu as pu voir ou comment sur LinkedIn tu peux voir cette évolution? Déjà, on peut voir qu'il y a énormément de métiers qui se créent, il y a énormément de personnes qui se lancent, on voit qu'il y a beaucoup de personnes en reconversion, donc il y a cette quête d'entrepreneuriat, cette quête d'indépendance, et la plupart des personnes, quand on se lance, on travaille souvent de chez soi, et ça répond à de vraies aspirations de par ce qui a été dit. Je constate aussi que le télétravail, quand il s'agit de recrutement, ça peut être un critère décisif, dans un sens comme dans l'autre. Il y a des personnes qui aspirent à avoir de l'interaction quotidienne et d'autres qui sont très contents de pouvoir gérer un petit peu leur journée comme elles le souhaitent. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais il ne faut pas se dire que le télétravail est une fin en soi pour les personnes qui intègrent une organisation. Il y a un projet, il y a une vision d'un manager, il y a un projet qu'on leur vend individuellement. Comment est-ce que les personnes vont pouvoir avancer dans l'entreprise, se développer, s'épanouir, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter de plus. Et il faut vraiment également être attentif à ça, et ça fait partie du rôle de l'entreprise responsable. Alors comment t'expliques du coup que de plus en plus, j'ai pas les chiffres en tête, qu'on ait de plus en plus de personnes qui tentent de se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est parce que quelque part dans les sociétés, ils y trouvent peut-être pas leur compte. Combien j'en ai vu moi se lancer alors que clairement il y en a beaucoup qui ne sont pas faits pour ça. Ils ont besoin de travailler dans une équipe et travailler en solo, monter une boîte, c'est un chemin particulier. Tout le monde, on a essayé de nous vendre ça pendant le Covid. Vous avez tous lancé votre boîte. Non, c'est pas possible, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut arrêter de nous jouer de la flûte avec ce truc-là. C'est pas vrai. Ça demande certains, je dirais pas sacrifices, mais une mentalité particulière que tout le monde ne peut pas avoir. Comme l'inverse est vrai, hein. C'est pas, c'est pas, je mets pas l'un au-dessus de l'autre. C'est deux profils totalement différents. Comment on explique que de plus en plus de personnes finalement tentent le coup? Parce que quelque part, dans leur expérience, et à genre 35-40 ans, là, on en voit plein qui veulent tenter, ou en tout cas qui réfléchissent. Je ne sais pas quel succès ça a à long terme, ce genre de projet, mais pourquoi ils partent? Parce qu'à un moment, ils n'ont pas trouvé dans ce qu'ils cherchaient dans les entreprises. Donc, moi, je suis bien d'accord avec tous vos grands concepts, mais moi, ce que je veux dire, c'est que David est un chef d'entreprise exemplaire. En plus, on voit que ça marche bien parce qu'il a changé de costume il n'y a pas longtemps. On voit que le gars, ça tourne, donc il peut se permettre. Voilà, non mais c'est vrai. Bronzé, et si ça marche, en plus il est tout bronzé, je voulais pas le dire, mais nickel, impeccable. Mais moi je me pose la question, donc tout ça, ce sont de très beaux projets, de très beaux concepts. Et je serais très curieux de voir les résultats effectifs aujourd'hui de tout ça. Je ne suis pas convaincu qu'on soit bien lancé, quoi. Alors, je ne suis pas sûr. Je pense que Coralie, là-dessus, toi, tu es quand même en plein dedans. Alors, effectivement, il y a une vraie tendance à l'entrepreneuriat, c'est clair. Mais je pense que le métier de chef d'entreprise est aussi un peu galvaudé aujourd'hui. Enfin, il y en a la plupart autour de la table. Ça se saurait si on réussit en tant que chef d'entreprise en étant assis, en faisant rien. Enfin, voilà, c'est un vrai métier où ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, là où c'est galvaudé, c'est que
le métier de chef d'entreprise, ça aspire à une certaine liberté. On peut se gérer, en tout cas, avec plus d'autonomie. Et je pense que les personnes qui cherchent à aller vers l'entrepreneuriat, notamment l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, recherchent peut-être un peu cette autonomie, en fait. Qui est pour moi pas réelle, en fait, hein, parce que de toute manière, on a toujours des clients, des fournisseurs qui sont autour de soi. On en revient, comme tu le disais tout à l'heure, à l'environnement. On a toujours un environnement autour de soi. Oui, je te rejoins, c'est une vraie tendance, ça se développe beaucoup. Après, c'est effectivement pas fait pour tout le monde, mais on a tous sa place sur... Je pense que c'est aussi une période, c'est pas forcément que l'aspect négatif de l'entreprise qui les a poussés à sortir, c'est aussi avec ce Covid, avec cette impression que tout le monde il y a des métiers qu'on peut faire depuis chez soi. Donc souvent, certains se posent la question, mais à quoi sert mon métier si je peux le faire depuis chez moi? Et donc, certains se disent, je vais essayer de faire autre chose. Voilà. Pas mal de services. Et en se cherchant, ça donne... Ça pointe aussi du doigt une réalité, hein, c'est qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise ne sont pas dans cette agilité-là. Hein. Il y a encore des entreprises, il y a encore des managers qui managent à l'ancienne, à la schlag. Et effectivement, et on le voit bien aujourd'hui, les jeunes, ils se tournent vers les... Alors, je ne dis pas que c'est des modèles, hein, loin de là. Hein. Mais en tout cas... Non, on n'en parle pas. En tout cas, ils ont su... créer une espèce d'ambiance au travail, d'agilité qui aujourd'hui répond aux problématiques des jeunes. Ils ont mis un baby-foot. Non, mais c'est un peu caricatural le baby-foot. Il y a au-delà de ça, il y a effectivement un chef d'entreprise qui a du leadership, qui derrière partage avec ses salariés, qui partage sa vision, qui donne du sens, qui donne des responsabilités. Voilà, c'est tout ça. En fait, c'était surtout une marque employeur qui concrètement n'est pas là pour faire du greenwashing et juste recruter ponctuellement quelqu'un, mais aussi et surtout fidéliser les personnes. Parce que ce qui est clair, et je crois qu'on se rejoint tous là-dessus, c'est que vouloir attirer en montrant la jolie étiquette « Nous sommes une entreprise responsable », quand les actes ne suivent pas, c'est le meilleur moyen d'avoir un turnover qui est juste hallucinant. Mais avec les réseaux sociaux, de toute façon, l'étiquette, on voit derrière de suite. Ouais. Tu rejoins ça? Ça, il y a... Alors, la transparence des entreprises qui ne communiquent pas bien sur le net et sur les réseaux sociaux, on voit les conséquences derrière. C'est un tout. Il faut une communication pour dire qui on est, ce que l'on fait, pour attirer les personnes qui nous ressemblent. Et après, il y a ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et souvent, quand il y a beaucoup de personnes qui ressentent une forme de dissonance cognitive. J'ai réussi à placer dissonance cognitive. Voilà, parce que... Sans trébucher, bravo. Et sans trébucher. Non, parce que clairement, au niveau d'entreprise, on voit bien que ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a vendu et ce qui est fait, c'est pas ça. Et souvent, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, c'est l'actionnaire qui a le dernier mot et les décisions de l'actionnaire ne vont pas nécessairement dans la direction des valeurs de l'entreprise telles qu'annoncées. Et du coup, ça frustre des personnes et on revient au plan initial. Et la frustration est d'autant plus grande que la communication, on a voulu faire de la marque employeur, l'un des arguments numéro 1, et quand on arrive et que c'est pas du tout la réalité, c'est encore plus décevant. Alors là, le turnover, c'est une catastrophe. Très court terme si on fait ça. Il faut le savoir maintenant. Oui, là, on est d'accord, c'est pas une chose à faire. Mais ça rejoint ce que tu disais au début, c'est que les entreprises de demain, pour le coup, c'est celles qui vont pérenniser, comme tu disais au début, mais jouer le jeu aussi, RSE à côté, et faire attention. Et je ne vais pas rebondir tout le temps sur David, mais quand il parle de ses collaborateurs, il est content. Il le vit bien. Il y a quelques années, et je crois que c'est tout ce que souhaite un chef d'entreprise. Il y a quelques années, les chefs d'entreprise disaient pas « moi je suis super content de mes gars tout le temps sans arrêt ». Là, c'est pour de vrai, quoi. C'est qu'en fait, il a construit un modèle qui fonctionne, que d'autres ont aussi, mais qui fonctionne, et c'est bien pour tout le monde, quoi. Bien, on va être obligé de s'arrêter là parce qu'il nous reste que quelques minutes. Allez, en un mot, comment vous résumeriez l'entreprise responsable? Oh, le piège. Bernard. En un mot, une entreprise, je dirais, ouverte qui va valoriser le capital humain de son entreprise. C'est un mot, ça? Capital humain, ouais, je résume. Capital humain. Je suis le premier, il faut lancer. David. Une entreprise responsable qui, selon moi, doit tenir compte des enjeux écologiques, sociaux dont on a évoqué. J'ai dit un mot. Et le troisième, tout en maintenant une viabilité d'entreprise. Je vais essayer de jouer le jeu humain.
Humain. Une société humaine. Non, moi je joue pas le jeu, je veux le même droit de parole que, que Bernard et David. Non, moi je dirais l'entreprise responsable, c'est une entreprise consciente de son impact, quel que soit l'impact. L'impact, c'est le mot de Nassim. Olivier. Pérenne. Pérenne. Un mot, c'est compliqué, Emmanuel. Oui, Olivier y arrive très bien. Hein. Ouais, Je lâche pas. J'ai commencé avec ça, je finis avec ça. Allez, il nous reste Alors, 2 minutes. C'est agile, voilà, agile et acteur du changement. Je pense qu'on est tous acteurs du changement. Il faut arrêter à un moment de râler tout le temps. Et, voilà, on a les cartes en main. On a les cartes en main. Benoît. Moi, je dirais l'adaptabilité. Adaptabilité. C'est Coralie. pas, vous m'avez piqué tous les mots, donc je dirais sinon une entreprise à l'écoute. Une entreprise à l'écoute. Bravo. Voilà. Merci énormément Merci à vous Manuel. 8 Et bravo sur pour ce cette première, sujet bravo. passionnant. Super. Merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un moment aussi intéressant que nous, on l'a vécu d'ici. Un énorme merci encore, Olivier, pour ton accueil, ce lieu. Et un énorme merci à Kezia Morvan des Chaises Roses pour nous avoir mis à disponibilité son mobilier. Nous, on se retrouve bientôt. Il y aura d'autres débats, des débats même purement féminins. On a besoin d'entendre des chefs d'entreprise. Et puis, comme vous le voyez, c'est un sujet qui est très loin d'être fini. Rendez-vous dès demain, tremplin.tv. Ça y est, je vais y arriver. Tremplin.tv et regardez toutes les interviews sur lesquelles vous pourrez trouver du contenu. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.